Bienvenue sur Géopolitis. Vous prendrez bien un café avec du sucre ou alors une petite carafe de limonade, mais sans alcool. En tout cas, si vous avez soif de connaissances, sachez que tous ces mots, café, carafe, limonade ou alcool, tous sont des mots d'origine arabe. Ces mots, ce sont autant d'apports à l'Occident en provenance de cette brillante civilisation arabo-islamique, cette civilisation qui a transmis, inventé et magnifié tant de disciplines entre, disons, le 8e et le 13e siècle. Mais il n'y a pas que les mots, il y a les mathématiques, le calcul, nos chiffres arabes, il y a l'astronomie, la chimie, la médecine, la philosophie et la géographie. Géopolitis, qui existait peut-être déjà autour de l'an 1000, décrypte ce que l'Occident doit à l'Orient. Prenez le Coran. 750 versets, soit à peu près 1/8 du livre saint, exhortent les croyants à étudier la nature et, je cite, à faire de l'acquisition du savoir un élément de la vie de la communauté. Mahomet, le prophète Mahomet, a vécu, on le sait, de 610 à 632. Après lui, ce furent 6 siècles de réel épanouissement intellectuel, scientifique et culturel, car après de grandes conquêtes territoriales, la civilisation arabo-musulmane s'est développée dans une phase de prospérité matérielle et intellectuelle extraordinaire. Dans la région d'Andalousie, c'est lors de cette phase de prospérité que les savants de l'époque accomplirent un acte déterminant. Ils traduisirent en arabe les manuscrits scientifiques et philosophiques de toute l'Antiquité, qui étaient alors en langue grecque. Platon, Ptolémée ou Aristote. Ce fut aussi le cas à Cordoue, alors l'émirat de Cordoue, l'un des plus grands foyers de transmission à l'Occident de la pensée gréco-arabe avec un retentissement culturel qui est resté dans l'histoire. C'est à Cordoue, par exemple, lors d'une mission secrète, qu'un certain Gerbert d'Aurillac, un moine, a découvert l'origine de la numérotation de 1 à 9. C'était en l'an 999. Cordoue était alors en rivalité avec le Caire où déjà s'était créée une formidable bibliothèque, 1 600 000 volumes ou chapitres, comme on disait à l'époque, ce qui démontrait la passion de la civilisation pour le livre et pour la traduction du texte ancien. Et si l'on va vers l'Est, vers Bagdad, on apprend qu'à l'époque, des bibliothèques publiques, on en comptait alors une bonne centaine dans la ville. Bagdad, le califat de Bagdad, où les califes faisaient figure, disons, de despotes éclairés. C'était le temps des 1001 nuits. Alors, asseyez-vous sur le sofa ou dans l'alcôve, venez jouer aux échecs sur le satin du divan, rien que des mots qui nous viennent de Bagdad, du Caire ou de Samarcande. C'est l'un des principaux apports de la civilisation arabe, le papier. En 712, les Arabes conquièrent Samarcande, ville de l'actuel Ouzbékistan, en Asie centrale. C'est là que l'on va maîtriser l'art de battre le lin de manière à en faire une sorte de pâte qui progressivement va remplacer le velin et le parchemin. En 794, on installe une première manufacture de papier à Bagdad. Parallèlement, la civilisation arabe développe toute une technique d'illustration et d'enluminure. On traite d'abord des ouvrages de médecine, de zoologie et d'astrologie. Le Coran, bientôt, fera l'objet d'enluminures remarquables. La tradition veut que l'écriture soit un don de Dieu. Dès lors, recopier le Coran, c'est entrer en contact avec le divin. Au Moyen-Âge, les vrais pionniers de la recherche médicale, ce sont les Arabes. En premier lieu, ce sont eux qui ont gardé, conservé et transmis les savoirs de l'Antiquité. C'est grâce à eux que nous connaissons les enseignements d'Hippocrate. Il semble que les Arabes aient repris la théorie dite des 4 humeurs, à savoir que la maladie résulte en fait d'un déséquilibre entre la bile, le flegme, le sang et l'atrabile. La médecine consiste alors à rétablir cet équilibre par des remèdes et aussi par une alimentation appropriée. On peut citer une encyclopédie médicale de l'époque, celle dite d'Avicenne, qui répertorie près de 800 remèdes. Avicenne, qui était iranien et qui a vécu il y a exactement 1000 ans, est en fait le premier médecin qui a décrit avec autant de précision des maladies comme la méningite ou la pleurésie. Et c'est aux contemporains d'Avicenne que l'on doit la description de la circulation sanguine pulmonaire, et l'opération de la cataracte, c'était déjà l'une de ses spécialités.
Jusque-là, en Europe, on utilisait les chiffres romains. Et c'est au Maghreb que l'on allait mettre au point les chiffres dont nous nous servons aujourd'hui, les chiffres arabes, de 1 à 9. Coup de génie, les mathématiciens de l'époque, qui n'avaient d'ailleurs pas ce titre, ont décidé de prendre le 0, qui était d'origine indienne, et de lui conférer le statut de nombre, ce qui n'avait rien d'évident à l'époque. Tout le calcul devenait simple, avec non seulement les chiffres, mais les positions des nombres dans un ordre défini, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Du coup, on rendait quasi immédiate la possibilité de faire les 4 opérations de base du calcul. Un certain Al-Jazari, à ne pas confondre avec Al Jazeera, avait construit une monumentale horloge où des cercles représentaient le mouvement du zodiaque, du soleil et de la lune. L'astronomie a toujours passionné la civilisation arabe qui avait non seulement intégré mais encore développé les découvertes de grands anciens comme Ptolémée. C'est ainsi que se sont matérialisées les cartes du ciel et que se sont perfectionnés des instruments de mesure et d'observation comme l'astrolabe. Et comment oublier que ce sont ces savants arabes qui ont imaginé le plus vieil outil pédagogique de l'astronomie, le globe céleste. L'astronomie, le calcul, la médecine, le papier comme support, autant de disciplines maîtrisées par cette civilisation arabo-musulmane. Encore une information, dans le reportage, on parlait d'Avicenne, le grand médecin, qui était aussi philosophe d'ailleurs. Eh bien, renseignement pris, on s'est aperçu que son enseignement a été dispensé à la Sorbonne continuellement entre le 11e et le 17e siècle. Bravo. À notre époque de communication instantanée et de médias de masse, les personnes qui parlent souvent au sujet de l'islam possèdent très peu, si ce n'est aucune compréhension sur la richesse de son histoire, mais aussi sur ses textes sacrés ainsi que sur la diversité qui existe au sein de l'islam. Malheureusement, les médias laissent souvent parler les terroristes musulmans au nom de tous les musulmans. Ceci est aussi crédible que de laisser les croisés, l'Inquisition ou bien les terroristes chrétiens d'Irlande du Nord parler au nom de tous les chrétiens. Ce qui est très souvent esquivé dans le débat contemporain est que l'islam est en réalité très proche du judaïsme et du christianisme. Les seules choses que les gens voient sur l'islam, c'est ce qui se passe en Afghanistan ou ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe ou alors en Tchétchénie ou dans d'autres endroits. Les médias décrivent toujours l'islam d'une manière négative. Par exemple, on voit toujours des musulmans se battre, etc. Mais lorsque les gens seront confrontés à la réalité du message de l'islam, je suis sûr qu'ils l'accepteront.